Un homme noir est humilié par une vendeuse en concession. Quand son père arrive, Thomas Dubois avait les mains moites en observant la vendeuse servir le troisième client arrivé après lui. Cela faisait près d'une heure qu'il attendait dans la luxueuse concession parisienne, et malgré ses signes et tentatives pour attirer l'attention, tous semblaient l'ignorer délibérément. « Excusez-moi, je voudrais voir ce modèle là-bas », dit-il enfin, s'approchant d'une vendeuse, blonde qui venait de terminer une vente. La femme se tourna avec un dégoût évident, le toisant des pieds à la tête. « Désolé, mais nous servons dans l'ordre d'arrivée », répondit-elle froidement, ajustant son badge où on lisait « Camille ». « Je suis là depuis presque 1 heure », insista Thomas, gardant son calme. « J'ai vu au moins 3 personnes arrivées après moi être servies. » Camille croisa les bras et soupira avec impatience. « Peut-être devriez-vous chercher quelque chose de plus. Basique ailleurs. Ce sont des voitures de luxe, vous savez ?» dit-elle sans chercher à cacher son mépris. Une boule se forma dans la gorge de Thomas. Il reconnaissait ce genre de traitement, mais ne s'y attendait pas là, pas en 2025, pas dans l'une des concessions les plus prestigieuses de la capitale française. Il avait soigneusement préparé cette journée. C'était les 60 ans de son père, François Dubois, qui avait passé sa vie à travailler comme chauffeur pour que son fils puisse étudier. « Je veux voir l'étoile Prestige 450, le modèle. Le plus cher que vous avez », déclara Thomas, soutenant le regard de la vendeuse. Camille eut un rire sec. « Bien sûr. Et je peux voir votre justificatif de revenu, s'il vous plaît », demanda-t-elle à voix haute, tandis que d'autres clients se retournaient pour observer la scène. Thomas respira profondément. Avec un doctorat en économie de l'université Paris-Sorbonne et un post-doctorat à l'étranger, il était maintenant professeur d'université et consultant pour des entreprises internationales. Il pouvait acheter non pas une, mais plusieurs de ses voitures s'il le souhaitait. « Vous demandez un justificatif de revenu à tous les clients, ou seulement à moi ?» demanda-t-il, essayant de garder une voix ferme malgré l'humiliation. « C'est la procédure standard pour certaines personnes, » répondit Camille avec un sourire faux aux lèvres. « Certaines personnes. » Thomas leva un sourcil. « Des personnes qui n'ont clairement pas les moyens d'acheter une voiture comme celle-ci, » compléta-t-elle, regardant sa veste en jean simple. Une dame âgée qui observait la scène de près s'approcha. « Je crois avoir entendu quelque chose de très désagréable, » dit la femme d'une voix calme mais ferme. « Je travaille dans ce secteur depuis plus de 40 ans et je n'ai jamais vu un client traité ainsi. » Camille ajusta son blazer, visiblement mal à l'aise. « Madame Laurent, je ne fais que suivre les protocoles. » « Il n'y a pas de protocole. »« Pour le manque de respect, ma jeune fille, » coupa la dame. « Et je suis Madame Elisabeth Laurent, mère du propriétaire de ce réseau de concessions. Je pense que vous et moi allons avoir une conversation sur votre avenir ici. » Le visage de Camille pâlit instantanément. Elle ouvrit la bouche pour se justifier, mais Madame Elisabeth s'était déjà tournée vers Thomas. « Je vous présente. Mes excuses pour ce traitement, jeune homme. Je promets que cela ne restera pas ainsi. Mon fils sera informé de cet incident aujourd'hui même. » La dame quitta la concession, laissant un silence gênant. Camille lança un regard furieux à Thomas, comme s'il était responsable de la situation. « Regardez ce que vous avez fait, » murmura-t-elle entre ses dents. Thomas resta calme, mais intérieurement, il ressentait un mélange de colère et de tristesse. Ce n'était pas la première fois qu'il faisait face à du préjugé, mais chaque nouvelle situation faisait mal, comme si c'était la première. Une femme de ménage s'approcha discrètement de lui, tandis que Camille s'éloignait pour servir un autre client. « Monsieur, elle traite tout le monde comme vous, » dit la femme à voix basse. « Tous ceux qui sont comme nous. Mais personne ne se plaint jamais parce que, eh bien vous savez, nous avons besoin de ce travail. »« Depuis combien de temps cela dure-t-il » demanda Thomas. « Depuis qu'elle a commencé, presque 2 ans. Certains clients ne viennent plus quand ils voient que c'est elle qui va les servir. » Thomas remercia pour l'information et prit une décision. Discrètement, il activa l'enregistreur de son téléphone et se rapprocha de Camille, qui conversait, maintenant avec un client blanc d'âge moyen. « Désolé de vous interrompre, » dit Thomas, « mais je suis toujours intéressé par l'étoile Prestige 450. » Camille mit fin à l'autre entretien avec un sourire radieux et se tourna vers Thomas, le visage fermé. « Écoutez, je vais être honnête avec vous, » dit-elle, ignorant qu'elle était enregistrée. « Les gens comme vous devraient avoir des ambitions plus réalistes. Cette voiture coûte plus d'1 million d'euros, peut-être dans une autre vie. »« Les gens comme moi ?» insista Thomas. « Pourriez-vous préciser ?»« Vous savez,
Bien, elle fit un geste vague. Ce n'est pas qu'une question d'argent, c'est une question d'adéquation. Certains clients pourraient être mal à l'aise si n'importe qui pouvait acheter la même voiture qu'eux. Un autre vendeur, qui passait à proximité et entendait la conversation, intervint. « Thomas Dubois, professeur à la Sorbonne ?» demanda-t-il en tendant la main. « J'ai lu votre dernier article sur l'économie comportementale. Brillant. Puis-je vous aider ?» Camille bloqua l'approche de son collègue. « Je m'occupe de ce client, Pierre. Et depuis quand lis-tu des articles académiques ?» Das Linte, depuis que les professeurs de la Sorbonne viennent donner des conférences à notre convention annuelle, Monsieur Dubois était l'intervenant principal l'année dernière, répondit Pierre, perplexe. Camille resta sans voix un instant, mais retrouva vite son assurance. Eh bien, conférencier ou pas, je suis en plein entretien, et ce client est à moi. À ce moment, la porte de la concession s'ouvrit et un homme noir d'environ 60 ans entra, vêtu d'un uniforme de chauffeur. C'était François Dubois, le père de Thomas. « Papa !» s'exclama Thomas en allant à sa rencontre. « Tu n'étais pas censé être ici. C'était une surprise. Ton oncle a laissé échapper que tu viendrais aujourd'hui, » expliqua François en serrant son fils dans ses bras. « Je n'ai pas pu résister à la curiosité. » Camille observa la scène avec un mélange de confusion et de dédain. Elle s'approcha des deux hommes avec le même air de supériorité. « Monsieur, vous êtes aussi intéressé par nos véhicules ?» demanda-t-elle avec ironie. François, habitué à être traité avec respect malgré sa profession, fut surpris par le ton. « En fait, mon fils voulait me faire une surprise, mais Votre fils ?» Elle éclata de rire, l'interrompant. « Eh bien, peut-être voudriez-vous visiter notre section de voitures d'occasion. Nous avons des options plus abordables. » Thomas était sur le point de montrer l'enregistrement et de confronter Camille quand la porte principale s'ouvrit à nouveau. Un homme élégant d'environ 65 ans entra dans la concession. « Frankie !» s'exclama le nouveau venu en ouvrant les bras à la vue de François. « Quelle surprise de vous voir ici !»« Monsieur Philippe !» répondit François avec un sourire sincère. Les deux hommes s'embrassèrent avec familiarité sous le regard stupéfait de Camille et des autres employés. Philippe Laurent était le propriétaire non seulement de cette concession, mais de tout le réseau, l'un des plus importants de France. « Mon fils !» dit Philippe en se tournant vers Thomas et en lui serrant chaleureusement la main. « Comme tu as grandi. La dernière fois que je t'ai vu, tu entrais à l'université. » Camille semblait sur le point de s'évanouir. « Vous connaissez ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Frankie a été mon chauffeur pendant plus de 25 ans, » expliqua Philippe, le bras autour des épaules de François. « Bien plus que cela, c'est mon meilleur ami. Il était avec moi quand j'ai commencé avec un petit atelier, avant même de rêver de tout ça. Il a pris soin de moi quand j'étais malade. Il connaît mes enfants depuis leur naissance. C'est d'ailleurs lui qui m'a suggéré d'investir dans les concessions de luxe. » Thomas observait l'expression de Camille passer du choc à la panique. « Et Thomas ici, » poursuivit Philippe, a obtenu les meilleures notes de sa promotion. Il a refusé des offres d'emploi dans des banques internationales pour devenir professeur et aider d'autres jeunes. Une fierté. « Monsieur Philippe, » commença Camille d'une voix tremblante. « Je ne savais pas. »« Ma mère était ici ?» demanda Philippe, changeant soudainement de sujet. « Je viens de recevoir un message d'elle. » Un silence tendu envahit la pièce. Thomas décida qu'il était temps de tout révéler. « Monsieur Laurent, votre mère a été témoin d'une situation très désagréable, » dit-il en montrant son téléphone, « et ce n'était pas la première. » Ouais. Dans les minutes qui suivirent, Thomas diffusa l'enregistrement des paroles de Camille et raconta comment il avait été traité durant toute cette heure. Il mentionna également le témoignage de l'agent d'entretien sur le schéma de comportement discriminatoire. Philippe écoutait tout avec une expression grave, tandis que François baissait la tête, revivant des situations similaires qu'il avait vécues tout au long de sa vie. « Camille, accompagnez-moi dans mon bureau, » dit Philippe enfin d'une voix maîtrisée mais ferme. « Quant à vous, Thomas, je vous présente mes excuses pour le traitement que vous avez subi. Cela ne reflète pas les valeurs de notre entreprise. » Camille, les yeux embués, fit une dernière tentative. « C'est un malentendu. Je suivais simplement les procédures pour vérifier les clients potentiels. » Pierre, l'autre vendeur, s'avança. « Ce n'est pas vrai, monsieur Philippe. Nous savons tous que Camille traite les clients noirs différemment. Il y a déjà eu des plaintes, mais comme elle est la nièce du directeur régional,
D'autres voix s'ajoutèrent, confirmant le schéma de comportement. Thomas réalisa que de nombreux employés attendaient seulement une opportunité pour parler, tandis que Philippe emmenait Camille dans son bureau. François s'approcha de son fils. « Tu n'avais pas besoin de faire ça, mon fils. J'y suis habitué. »« C'est précisément pour ça que je devais le faire, papa, » répondit Thomas, « parce que personne ne devrait s'y habituer. » Une demi-heure plus tard, Philippe revint avec une expression fatiguée. « Camille récupère ses affaires, » annonça-t-il. « Je veux que vous sachiez que ce type de comportement ne sera toléré dans aucune de nos boutiques. » Thomas, qui avait réfléchi pendant ce temps, surprit tout le monde. « Monsieur, Laurent, si je peux me permettre une suggestion, licencier Camille résout son problème, mais pas le problème plus large. » Philippe le regarda avec curiosité. « Que suggérez-vous? Au lieu de simplement la licencier, pourquoi ne pas en faire une opportunité de changement? Mettre en place un programme de formation sur la diversité et le respect du client pour tous les employés. Camille elle-même pourrait être la première à le suivre. » Le propriétaire de la concession réfléchit à l'idée quelques instants. « C'est une approche intéressante. Mais qui coordonnerait ce programme? Si vous me le permettez, poursuivit Thomas, je pourrais développer quelque chose. J'ai de l'expérience dans les formations en entreprise et des recherches dans ce domaine. » Philippe sourit, admiratif devant la proposition. « Au lieu de chercher une punition, vous proposez une solution. C'est exactement le type de réflexion dont nous avons besoin. Chers auditeurs, si vous appréciez cette histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup à démarrer. Maintenant, continuons. » Les jours suivants, Thomas travailla au développement du programme de formation, tandis que Philippe revoyait les politiques de l'entreprise. Camille, après son entretien avec le propriétaire, eut le choix entre être licenciée ou participer au programme comme étude de cas. Étonnamment, elle choisit de rester. La première formation eut lieu 2 semaines plus tard. Thomas anima la session avec professionnalisme, sans exposer Camille, mais en abordant directement les problèmes de préjugés et de discrimination dans le service client. « Il ne s'agit pas seulement de questions morales, » expliqua-t-il, à la salle remplie d'employés. « C'est aussi une question commerciale. Avez-vous une idée du nombre de clients potentiels perdus à cause des préjugés ?» Durant l'exercice de sensibilisation, les participants partagèrent leurs expériences. Un vendeur noir a raconté comment des clients demandaient parfois à être servis par un autre vendeur. Une employée administrative a expliqué comment son accent régional avait été moqué. Camille est restée silencieuse pendant la majeure partie de la formation. Mais ses yeux trahissaient un tourbillon d'émotions. À la fin de la journée, elle a demandé à parler à Thomas en privé. « Pourquoi avez-vous fait ça ?» demanda-t-elle visiblement émue. « Vous auriez pu exiger mon licenciement, me poursuivre en justice. Vous en aviez parfaitement le droit. » Thomas l'observa un instant avant de répondre. « Parce que vous licencier n'aurait pas réglé le problème. Le préjugé aurait continué d'exister. Il aurait juste changé de place. » « Je ne comprends toujours pas pourquoi cela vous importe. Mon père a passé toute sa vie à être traité comme invisible, » expliqua Thomas. « Un homme intelligent, travailleur, digne, mais que beaucoup ne voyaient que comme le chauffeur. Il m'a appris que le vrai changement ne vient pas de la révolte, mais de l'éducation. » Camille baissa les yeux, incapable de soutenir son regard. « Je ne sais pas si je peux changer, » avoua-t-elle à voix basse. « Personne ne demande une transformation du jour au lendemain, » répondit Thomas. « Juste que vous commenciez à questionner vos propres préjugés. » 3 mois plus tard, le programme de formation avait été mis en place dans toutes les concessions du réseau. Philippe, impressionné par les premiers résultats, invita Thomas à étendre le projet aux autres entreprises du groupe. François reçut enfin son cadeau, une étoile Prestige 450 argentée qu'il refusa d'abord d'accepter. « C'est trop, mon fils, » protesta-t-il. « Je n'ai pas besoin d'une telle voiture. »« Ce n'est pas juste une voiture. »« Papa, » expliqua Thomas. « C'est la reconnaissance pour tout ce que vous avez fait pour moi. Chaque heure supplémentaire, chaque sacrifice pour payer mes études. » À leur grande surprise, ce fut Camille qui remit les clés du véhicule dans le cadre de son apprentissage. « Votre fils m'a beaucoup appris, monsieur François, » dit-elle avec sincérité. « J'espère que vous profiterez de chaque instant avec cette voiture. Vous le méritez. » Le moment fut immortalisé et utilisé comme support promotionnel pour le nouveau programme de formation, qui commençait à attirer l'attention d'autres entreprises du secteur. Avec le succès de l'initiative,
Thomas fut invité à donner des conférences sur le sujet en préservant toujours l'anonymat de Camille. Lors d'une de ces conférences, lors d'un congrès sur la gestion des ressources humaines, il rencontra Sophie Martin, une psychologue spécialisée dans les relations raciales en entreprise. « Votre travail est impressionnant », déclara Sophie après sa présentation. « Mais je me demande comment vous évaluez les résultats sur le long terme. » Thomas sourit, appréciant la question critique. « C'est justement ce que nous développons actuellement. Des indicateurs pour suivre les véritables changements de comportement, au-delà des chiffres de vente. » Sophie proposa des collaborations et des idées, et bientôt ils travaillèrent ensemble à l'élaboration d'une méthodologie plus complète. Leur rapprochement professionnel devint une amitié, puis quelque chose de plus. Pendant ce temps, à la concession, Camille vivait une transformation lente mais profonde. L'incident qui aurait pu ruiner sa carrière devint un tournant. Encouragée par Philippe, elle commença à étudier le sujet et s'inscrivit même à un cours sur les relations ethnico-raciales à l'université. « Je n'avais jamais réalisé que j'étais préjugée », confia-t-elle à Thomas lors d'un suivi. « Je pensais juste faire mon travail, identifier les clients ayant un réel potentiel d'achat. » « C'est ainsi que fonctionnent les préjugés, » expliqua Thomas. « Ils se cachent derrière la rationalité, l'expérience, l'intuition commerciale. » Un samedi matin, 6 mois après l'incident, Thomas reçut un appel inattendu de Camille. « Il faut que vous veniez à la concession », dit-elle d'une voix pressante qui l'inquiéta. En arrivant, Thomas découvrit la concession décorée pour un événement. Philippe, François et plusieurs employés étaient présents, ainsi que des représentants d'autres entreprises du secteur. « Ça y est ce qui se passe ?» demanda Thomas, perplexe. Camille s'approcha avec un sourire nerveux. « C'est l'inauguration officielle du Centre de formation en diversité et inclusion Philippe Laurent, » expliqua-t-elle. « Et nous voulons que tu en sois le directeur. » Thomas regarda autour de lui, ému, voyant les visages souriants de son père et de Philippe. « C'est l'idée de Camille, » révéla Philippe. « Elle y travaille depuis des mois en secret. » Camille, visiblement émue, ajouta « Tu m'as donné une seconde chance quand je ne la méritais pas. Ça a changé ma vie. Je veux que d'autres aient la même opportunité. » Ce moment marqua le début d'une nouvelle phase dans la vie de tous. Le centre de formation devint rapidement une référence nationale, attirant des entreprises de divers secteurs. Thomas quitta l'université pour se consacrer entièrement au projet, avec Sophie comme partenaire professionnel et personnel. François, qui avait accepté à contre-cœur le poste de consultant senior en expérience, partageait ses anecdotes de chauffeur pour sensibiliser cadres et employés. Sa simplicité et sa sagesse avaient plus d'impact que bien des théories académiques. Camille, quant à elle, devint l'une des principales animatrices du programme, utilisant son propre parcours comme exemple. « J'étais le problème », disait-elle pendant les sessions, « mais je peux aussi faire partie de la solution. » 1 an après l'incident, l'histoire fut racontée dans un documentaire produit par une grande plateforme de streaming, donnant encore plus de visibilité à la cause. Le succès, cependant, apporta de nouveaux défis. Avec l'expansion du projet, des critiques et des résistances émergèrent. Certaines entreprises adoptèrent le programme comme outil marketing, sans engagement réel. D'autres remettaient en cause son efficacité, le trouvant trop doux pour un problème structurel. Peut-être ont-ils raison, confia Thomas à Sophie après une série de critiques difficiles. Peut-être ne faisons-nous qu'effleurer la surface? Ou peut-être est-ce exactement ce dont nous avons besoin maintenant, répondit-elle. Des approches qui permettent aux gens de changer sans se sentir attaqués. Camille en est la preuve. Évoquer Camille rappela à Thomas quelque chose d'important. Malgré tout son progrès professionnel, elle parlait rarement de sa vie personnelle, ou des raisons derrière ses préjugés. Les rares fois où le sujet était abordé, elle esquivait habilement. Un après-midi, alors qu'il relisait du matériel pour un nouveau module, Thomas décida de poser la question directement. « Camille, nous travaillons ensemble depuis 1 an, mais je ne comprends toujours pas d'où venaient tant de préjugés. » Elle resta silencieuse un moment, comme si elle hésitait à partager quelque chose d'important. « Ma mère était femme de ménage, » commença-t-elle enfin, la voix tremblante. « Elle a été humiliée toute sa vie. Elle m'a promis une vie différente, que je ne subirais pas ce qu'elle a subi. » Camille fit une pause pour se ressaisir. « J'ai grandi avec elle me disant de m'éloigner de certains milieux, de certaines personnes, pour me protéger. Quand j'ai eu ce poste, c'était comme si j'étais enfin du bon côté, tu comprends? Comme si pour prouver que j'appartenais à ce monde.
Je devais montrer que j'étais différente d'eux. Des gens comme ma propre mère. Thomas écouta en silence, comprenant la complexité derrière les comportements qu'il avait observés. C'est une blessure bien plus profonde que nous ne l'imaginions, commenta-t-il. C'est pour ça que ton travail est si important, répondit Camille. Il ne s'agit pas seulement d'apprendre aux gens à ne pas être préjugés, c'est guérir des blessures dont nous ignorions l'existence. Cette conversation transforma l'approche du programme. Thomas Dubois réalisa qu'au-delà de discuter des comportements discriminatoires, il fallait créer des espaces sûrs pour permettre aux gens d'examiner les racines de leurs préjugés. Le centre de formation proposait désormais des séances de mentorat individuel et des groupes de soutien, en plus des ateliers traditionnels. La demande avait tellement augmenté qu'il avait fallu ouvrir un siège indépendant des concessions automobiles. François, qui ne participait initialement qu'en tant qu'invité spécial, était devenu une figure centrale du projet. Son talent pour raconter des histoires et créer des liens avec des personnes d'origines diverses était rare et précieux. « Mon père a toujours été comme ça », commenta Thomas à Sophie, alors qu'ils observaient François discuter avec enthousiasme avec un groupe de cadres après une séance. Il a ce don de faire en sorte que les gens se sentent écoutés et valorisés. C'est difficile de croire qu'il a passé sa vie comme chauffeur, répondit Sophie. Il aurait pu être n'importe quoi. Il n'a pas eu les mêmes chances que moi, dit Thomas avec un soupir. Mais il a tenu à ce que je les ai toutes. L'histoire de la transformation de Camille continuait d'inspirer les participants du programme. Lors d'une séance particulièrement importante, en présence des PDG des plus grandes entreprises du pays, elle parla avec une honnêteté qui surprit tout le monde. « Je n'étais pas une mauvaise personne », expliqua-t-elle. « Et c'est là le plus dangereux. Les gens qui se considèrent bons, justes, équitables, peuvent porter et perpétuer des préjugés profonds, sans même s'en rendre compte. » Chers auditeurs, si vous appréciez cette histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide énormément, à nous qui débutons. Maintenant, continuons. Philippe Laurent, qui suivait le développement du projet avec enthousiasme, avait lui aussi entrepris son propre cheminement de prise de conscience. En tant qu'homme d'affaires accompli, il ne s'était jamais considéré comme préjudiciable, mais les formations l'avaient amené à remettre en question plusieurs pratiques de son entreprise. Pourquoi avons-nous si peu de personnes noires au poste de direction ? Demanda-t-il lors d'une réunion du conseil d'administration. Regardez autour de nous, ce n'est pas le reflet de la France. La question suscita un malaise parmi les directeurs, majoritairement des hommes blancs d'âge moyen. L'un d'eux tenta de justifier « C'est une question de qualification, Philippe. Nous embauchons les meilleurs. Thomas Dubois est l'un des meilleurs professionnels que j'ai jamais rencontrés, » répliqua Philippe. « Et sans un heureux hasard, il aurait été traité comme un client de seconde classe dans notre magasin. Combien d'autres Thomas passons-nous à côté ?» La discussion mena à une révision complète des processus de recrutement et de promotion dans l'entreprise. Avec les conseils de Thomas et Sophie, le groupe mit en place des politiques d'action affirmative et commença à surveiller activement la diversité à tous les niveaux hiérarchiques. Pendant ce temps, la relation entre Thomas et Sophie se renforçait. En travaillant ensemble au quotidien, partageant les mêmes valeurs et visions du monde, leur romance s'épanouit naturellement. Sophie, fille de parents originaires du Nord qui avaient migré à Paris pour chercher des opportunités, avait elle aussi connu sa part de préjugés dans sa vie. « J'ai toujours dû prouver que j'étais capable », confia-t-elle lors d'un dîner romantique, que mon accent ne définissait pas mon intelligence. « Je crois que nous portons tous des cicatrices », répondit Thomas en lui tenant la main par-dessus la table. « La différence, c'est la manière dont nous choisissons de les vivre. » Leur relation devint un autre exemple de résilience et de complicité pour tous ceux qui suivirent le projet. Ensemble, ils étendirent le programme aux écoles et universités, en créant des versions adaptées à différents publics. François, voyant le bonheur de son fils, sentait que sa vie avait valu la peine. La voiture de luxe, qu'il conduisait rarement, préférant son ancien véhicule par habitude, symbolisait non seulement une réussite matérielle, mais aussi une victoire sur un système qui avait tenté de limiter ses possibilités. « Tu sais ce qui me rend le plus fier, mon fils ?» dit-il lors d'un déjeuner en famille. « Ce n'est pas la voiture ni ton succès. C'est de voir que tu n'as pas gardé de rancune, que tu as transformé une mauvaise expérience en quelque chose qui aide les autres. » Thomas sourit, ému. « J'ai appris de toi, papa.
Tu ne t'es jamais laissé aigrir malgré tout ce que tu as traversé. Sophie, qui était présente, observa. C'est ce qui rend le programme spécial. Ce n'est pas une question de culpabilité ou de victimisation. C'est une question de reconnaissance et de transformation. Un jour, alors que Thomas travaillait dans son bureau, il reçut une visite surprise. C'était Pierre, le vendeur qui avait reconnu son nom le jour de l'incident chez le concessionnaire. « Désolé de débarquer sans prévenir », dit-il visiblement nerveux. « Mais je devais te partager quelque chose d'important. » Pierre raconta que, inspiré par le programme, il avait commencé des études de gestion des ressources humaines le soir. Son objectif était de développer des projets d'inclusion dans les entreprises de vente au détail. « Tu as changé ma vie », avoua-t-il. « Avant, je voyais les problèmes, mais je ne faisais rien. Je pensais que ce n'était pas ma responsabilité. » Thomas, touché par ce témoignage, réalisa que l'impact de ses actions allait bien au-delà de ce qu'il imaginait. La transformation s'étendait en cercle de plus en plus large. Au bout de 2 ans, le programme avait formé plus de 5000 professionnels de divers secteurs. Les résultats étaient visibles non seulement dans les chiffres de diversité des entreprises participantes, mais aussi dans le changement culturel qu'elles promouvaient. Le concessionnaire où tout avait commencé était devenu un modèle d'environnement inclusif, avec une équipe diversifiée et formée pour accueillir tous les clients avec le même respect et la même attention. Les ventes avaient considérablement augmenté, prouvant que l'inclusion était aussi une bonne affaire. Camille, désormais responsable de la formation au centre, poursuivait son cheminement personnel. Dans une interview pour un magazine économique, elle parla ouvertement de son expérience. « J'étais le genre de personne qui disait « Je ne suis pas raciste, mais… » Aujourd'hui, je comprends que le racisme ne se limite pas aux actes de haine explicite, mais aussi aux privilèges et aux barrières invisibles dont nous n'avons même pas conscience. L'article eut un écho national, suscitant autant d'éloges que de critiques. Certains doutaient de la sincérité de sa transformation, y voyant une simple stratégie de marketing personnel. « Comment gérer ça ?» demanda-t-elle à Thomas, lui montrant les commentaires négatifs sur les réseaux sociaux. « Les gens ont le droit de douter », répondit-il avec sérénité. « L'important, c'est la cohérence de tes actions dans la durée. Les mots convainquent un instant, mais c'est le comportement qui transforme vraiment. » Alors que le programme continuait de grandir, Thomas et Sophie commencèrent à envisager d'élargir leurs horizons personnels. Lors d'un dîner spécial, il la surprit avec une demande en mariage. « Je veux construire une vie avec toi, » dit-il ému. « Une famille fondée sur les mêmes valeurs que nous essayons d'enseigner. » Sophie accepta avec les larmes aux yeux. La nouvelle fut célébrée par tous, surtout par François qui rêvait de devenir grand-père. Le mariage eut lieu dans la maison de bord de mer de Philippe, qui insista pour offrir le lieu en cadeau aux jeunes mariés. La cérémonie intime réunit famille et amis proches, dont Camille, devenue une amie chère. « Si quelqu'un m'avait dit il y a 2 ans que je serais au mariage de Thomas, probablement en train de rire d'une remarque de Camille, j'aurais dit que c'était fou, » commenta Pierre pendant la fête. « La vie réserve de ses surprises, » répondit Philippe. « Parfois, les rencontres les plus improbables sont celles qui nous transforment le plus. » Cette même nuit, tandis que les invités célébraient, Camille s'approcha de François pour une conversation en privé. « Monsieur François, il y a quelque chose que je voulais vous dire depuis longtemps, » commença-t-elle visiblement nerveuse. « Mon père était aussi chauffeur. Il a travaillé toute sa vie pour un homme d'affaires qui ne l'a jamais valorisé, contrairement à vous, monsieur Philippe. Quand je vous voyais avec monsieur Philippe, vous traitant comme un égal, quelque chose en moi se révoltait. C'était comme si vous aviez obtenu ce que mon père n'avait jamais eu, le respect. » François écouta en silence, comprenant la complexité des sentiments qu'elle décrivait. « Ce n'était pas de la jalousie, » poursuivit Camille. « C'était de la douleur. Vous voir me rappelait toutes les fois où j'avais vu mon père, humilié sans pouvoir rien faire. Et vous avez reporté cette douleur sur Thomas, » conclut François avec douceur. Camille hocha la tête, les larmes aux yeux. « Je sais que ça n'excuse pas ce que j'ai fait, mais je voulais que vous sachiez que j'essaie de comprendre mes propres démons et que je vous admire beaucoup, vous et votre fils. Vous aviez toutes les raisons de me haïr, mais vous avez choisi de m'aider à devenir une meilleure personne. » François sourit et prit ses mains dans les siennes. « Tu sais, ma fille, porter de la haine, c'est comme avaler du poison en espérant que l'autre meure. Ça ne marche pas comme ça. Tu fais du bon travail.
continue. Cette conversation fut un moment de guérison pour Camille, qui parvint enfin à affronter la vraie source de ses préjugés. Dans les mois qui suivirent, elle lança un projet parallèle en travaillant avec les enfants de domestiques et de chauffeurs, créant un réseau de soutien et d'opportunités éducatives. Le centre de formation continua de s'étendre, avec un accent particulier sur les petites et moyennes entreprises qui n'avaient pas les moyens pour de grands programmes de diversité. Thomas et Sophie développèrent une méthodologie adaptable et accessible, diffusant le savoir bien au-delà des grandes entreprises. 3 ans après l'incident chez le concessionnaire, l'histoire prit un nouveau tournant. Thomas fut invité à donner une conférence lors d'un colloque international sur la diversité dans les affaires, à New York. C'était la première fois que son travail serait reconnu hors de France. « Tu dois accepter », insista Sophie, enceinte de 6 mois de leur premier enfant. « C'est une occasion incroyable. Je ne vais pas te laisser seul dans cet état, » répondit Thomas inquiet. « Je ne serai pas seul. J'ai mes parents, ton père, nos amis. Ce ne sera qu'une semaine. » Finalement convaincu, Thomas accepta l'invitation. En préparant le voyage, il eut une idée. « Papa, tu aimerais venir avec moi ?» proposa-t-il à François. Après tout, cette histoire est aussi la tienne. François, qui n'avait jamais quitté la France, hésita d'abord. « Mon fils, je ne parle même pas anglais. Il y aura une traduction simultanée, » assura Thomas. « Et surtout, ta présence en dira bien plus que n'importe quel discours que je pourrais faire. » Avec le soutien de Philippe, qui tenait à leur offrir des billets en première classe, père et fils s'envolèrent pour New York. Pour François, c'était la réalisation d'un rêve qu'il ne s'était jamais permis d'avoir. La conférence réunit des experts de divers pays pour discuter des pratiques inclusives en entreprise. Quand vint le tour de Thomas, il surprit tout le monde en invitant son père à le rejoindre sur scène. « Mon histoire commence avec cet homme, » dit Thomas, ému. Un chauffeur qui n'a jamais eu les opportunités qu'il m'a offertes, qui a travaillé 2 fois plus pour que je puisse étudier, qui m'a appris, par son exemple, que la dignité ne s'achète pas avec de l'argent ou un statut. L'auditoire écouta en silence, tandis que Thomas racontait les événements chez le concessionnaire et leur suite. À la fin, François prit aussi la parole, en français traduit simultanément, parlant de son expérience de chauffeur et de père. « J'ai passé ma vie à conduire des voitures que je ne pourrais jamais acheter, » dit-il simplement. « Mais ça ne m'a jamais empêché de rêver que mon fils le pourrait. Ce que je n'imaginais pas, c'est qu'il ferait bien plus que ça. Il changerait la façon dont les gens se voient. » La présentation se termina par une standing ovation. Des journalistes s'approchèrent pour en savoir plus et des représentants d'entreprises multinationales manifestèrent leur intérêt pour implanter des méthodologies similaires dans leurs filiales françaises. Pour François, cependant, le moment le plus spécial fut un autre. Une dame âgée s'approcha de lui après la conférence. « Votre fils est extraordinaire », dit-elle en français avec un fort accent. Mais il est facile de voir d'où il tient sa force. Surpris d'entendre sa langue, François demanda « Vous parlez français ?»« J'ai été marié à un Français pendant 40 ans, » expliqua-t-elle. « Mon mari était aussi chauffeur. Je comprends parfaitement ce que vous avez traversé et la fierté que vous ressentez maintenant. » Cette rencontre improbable renforça encore la conviction de François que des histoires comme la sienne devaient être racontées. De retour en France, il décida de s'impliquer encore plus activement dans le projet de son fils. Pendant ce temps, Thomas et Sophie se préparaient à l'arrivée du bébé. Ils avaient décidé que s'il s'agissait d'un garçon, il s'appellerait François, en hommage à son grand-père. Si c'était une fille, ce serait Élisabeth, en l'honneur de Madame Élisabeth Laurent, récemment décédée après une vie dédiée aux causes sociales. Camille, désormais directrice exécutive du centre, continuait de surprendre tout le monde par son dévouement. Le projet avec les enfants de travailleurs domestiques avait grandi et était devenu une ONG indépendante, offrant des bourses d'études et du mentorat professionnel. « Je n'aurais jamais imaginé que ma pire action me mènerait au meilleur travail de ma vie », confia-t-elle à Thomas lors d'une réunion. « Ça me rappelle une phrase que mon père répétait souvent, » répondit-il. « Ce n'est pas de ne jamais tomber qui compte, mais de savoir comment on se relève. » Une semaine avant la naissance du bébé, Thomas reçut un appel inattendu de Philippe. « J'ai besoin que tu viennes à mon bureau, » dit l'homme d'affaires avec une urgence dans la voix. « C'est important. » En arrivant, Thomas trouva Philippe, François et un homme qu'il ne connaissait pas, tous avec des expressions graves. « Mon fils, voici Monsieur Gilbert Moreau. »
présenta François. Il travaillait avec le père de Camille. Thomas salua l'homme, perplexe quant au but de cette réunion. « Monsieur Thomas, » commença Gilberte, « j'ai travaillé plus de 30 ans comme chauffeur du docteur Henri Lefebvre, le père de Camille. J'ai vu beaucoup de choses dans cette maison, des choses qui expliquent beaucoup sur la personne qu'elle est devenue. » Dans les minutes qui suivirent, Gilberte raconta une histoire qu'aucun d'eux ne connaissait. Le père de Camille, un homme d'affaires cruel et plein de préjugés, humiliait systématiquement ses employés, surtout les Noirs. Sa mère, initialement employée domestique de la famille, finit par épouser le patron après être tombée enceinte, mais ne fut jamais vraiment acceptée dans ses cercles sociaux. Camille a grandi en voyant sa mère traitée comme une inférieure, même en étant l'épouse du patron, expliqua Gilberte. Son propre père lui a appris qu'elle était meilleure que les employés, mais aussi qu'elle ne serait jamais aussi bien que les gens de bonne famille. Philippe et François écoutaient en silence, tandis que Thomas essayait de digérer ces informations qui changeaient sa compréhension de Camille. « Pourquoi nous racontez-vous cela maintenant ?» demanda finalement Thomas. « Parce que le docteur Henri est en phase terminale, » répondit Gilbert. « Et il veut voir sa fille avant de partir. Il a entendu parler du travail qu'elle fait et, eh bien, je crois qu'il veut faire la paix. » Thomas comprit la complexité de la situation. Camille n'avait mentionné son père qu'une seule fois, disant qu'il n'avait plus de contact depuis des années. « Vous savez où il se trouve ?» demanda Philippe. « À l'hôpital Saint-Antoine. Il ne lui reste que quelques jours. » Thomas remercia pour l'information et promit d'en parler à Camille, bien qu'il sache que ce serait une conversation difficile. Cette révélation expliquait beaucoup sur les couches de préjugés et de mépris de soi qu'elle avait montrées. Ce soir-là, il rendit visite à Camille chez elle. Avec précaution, il partagea ce qu'il avait appris. « Je ne veux pas le voir », fut sa réponse immédiate. « Il a détruit ma mère. Il en a fait une ombre. Et il m'a appris à haïr une partie de ce que je suis. » « Je comprends votre décision, » répondit Thomas. « Mais en tant que personne qui travaille sur la transformation, tu sais que parfois nous devons affronter nos plus grandes peurs pour vraiment avancer. » Camille resta silencieuse pendant de longs instants. « Et si j'y vais et que rien ne change, et si je continue à ressentir la même haine, alors au moins tu sauras que tu as essayé, » répondit Thomas. « Pas pour lui, mais pour toi. » Après réflexion, Camille décida de rendre visite à son père à l'hôpital, mais demanda à Thomas de l'accompagner. Il accepta immédiatement, reconnaissant l'importance de ce moment pour son cheminement. À l'hôpital, ils trouvèrent un homme affaibli, très différent de la figure autoritaire que Camille décrivait. Lorsqu'ils entrèrent dans la chambre, les yeux de M. Henri se remplirent de larmes. « Ma fille, » murmura-t-il d'une voix faible, « tu es venue. » Camille resta à distance, les bras croisés de manière défensive. « Pourquoi voulais-tu me voir ?» demanda-t-elle, allant droit au but. « Pour te demander pardon, » répondit-il. « Je sais que je ne le mérite pas, mais je devais essayer. » Dans les minutes qui suivirent, Henri admit ses erreurs en tant que père et être humain. Il parla de la fierté qu'il ressentait en voyant le travail que Camille accomplissait, si différent des valeurs qu'il avait tenté de lui inculquer. « Tu es devenue une meilleure personne que je ne l'ai jamais été, » dit-il. « Ta mère serait fière. » Camille, qui s'était promis de ne pas montrer ses émotions, sentit les larmes couler sur son visage. « Tu l'as détruite, » l'accusa-t-elle. « Tu l'as fait se sentir inférieure toute sa vie. »« Oui, » admit Henri, « et ce fut ma plus grande erreur. Elle était la meilleure personne que j'ai connue et je ne l'ai jamais méritée. » La conversation se poursuivit encore un moment, douloureuse mais nécessaire. À la fin, Camille n'offrit pas de pardon explicite, mais accepta de revenir voir son père. En sortant de l'hôpital, elle avoua à Thomas « J'ai toujours cru que je le détestais parce qu'il était cruel avec les autres. Maintenant, je vois qu'en réalité, je le détestais parce qu'il m'a appris à haïr une partie de moi-même, celle qui venait de ma mère. » Thomas écouta simplement, respectant le processus émotionnel de Camille. Cette rencontre avait été une étape importante dans la compréhension de ses propres actions et préjugés. Les semaines suivantes, Camille rendit régulièrement visite à son père jusqu'à son départ. Bien que la réconciliation n'ait pas été totale, elle trouva une forme de paix en confrontant l'origine de nombre de ses blessures émotionnelles. Pendant ce temps, Sophie donna naissance à une petite fille en bonne santé, prénommée Elisabeth, comme prévu. L'arrivée du bébé apporta une nouvelle dimension à la mission de Thomas et Sophie. Ils œuvrèrent désormais pour construire un monde meilleur, non seulement en tant que professionnels,
mais aussi en tant que parent. Je veux qu'elle grandisse dans un pays où elle ne sera pas jugée par la couleur de sa peau ou l'origine de ses parents, dit Thomas en tenant sa fille dans ses bras. Nous plantons les graines pour cela, répondit Sophie, même si les résultats complets ne se verront que dans sa génération. Chers auditeurs, si vous appréciez cette histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup à démarrer. Maintenant, continuons. 5 ans s'étaient écoulés depuis l'incident chez le concessionnaire. Le centre de formation était devenu un institut respecté internationalement avec des méthodologies appliquées dans des entreprises de divers secteurs. Thomas et Sophie alternaient à la tête du projet, leur permettant de poursuivre leurs carrières académiques en parallèle. Elisabeth, maintenant presque âgée de 5 ans, grandissait curieuse et observatrice. Un après-midi, alors qu'elle visitait le concessionnaire d'origine avec son grand-père François, elle posa une question qui toucha profondément tout le monde. « Papy, pourquoi les gens traitent-ils mal les autres juste parce qu'ils sont différents ?» François, toujours sage dans sa simplicité, répondit « Parce qu'ils ont peur, ma chérie, peur de ce qu'ils ne connaissent pas. C'est pour cela que le travail de ton père et de ta mère est si important. Ils aident les gens à perdre cette peur. » La jeune fille sembla réfléchir sérieusement à la réponse. « Quand je serai grande, je veux faire ça aussi », déclara-t-elle avec cette conviction propre aux enfants. François sourit, ému de voir comment son héritage se perpétuait à travers sa petite fille. Ce même jour, Philippe Laurent annonça sa retraite de la présidence du réseau de concessions. À la surprise générale, il désigna Pierre, le vendeur qui avait reconnu Thomas des années plus tôt comme son successeur. Pierre a fait preuve non seulement de compétences en affaires, mais aussi de vision humaine et de courage moral, justifia Philippe. Exactement ce dont nous avons besoin pour mener l'avenir. Le choix fut accueilli avec enthousiasme par les employés. Sous le mentorat de Pierre, de nombreux jeunes issus de milieux divers avaient trouvé des opportunités d'épanouissement dans l'entreprise. Camille, devenue une experte reconnue en diversité corporative, recevait des invitations pour des conférences dans toute la France. Son histoire personnelle de transformation inspirait d'autres à examiner leurs propres préjugés. « La honte de ce que j'ai fait ne disparaîtra jamais complètement », confia-t-elle lors d'une interview. « Mais j'ai appris à l'utiliser comme carburant pour le changement, et non comme une ancre qui me tire vers le bas. » Le mariage de Thomas et Sophie restait solide, fondé sur une admiration mutuelle et des valeurs partagées. Ensemble, ils étendirent la portée de l'Institut aux écoles publiques, convaincus que la véritable transformation commençait par l'éducation. Un jour, lors d'un événement au siège de l'Institut, Thomas fut surpris par la présence d'un visage familier, la femme de ménage qui lui avait parlé du comportement de Camille des années auparavant. « Madame Monique !» s'exclama-t-il, la reconnaissant immédiatement. « Quel plaisir de vous voir ici. Je suis venu voir de près ce que vous accomplissez, » répondit-elle avec un sourire. « Mon petit-fils fait partie du programme de bourse. » Thomas fut ému d'apprendre que le jeune homme, maintenant âgé de 18 ans, avait été sélectionné pour le programme de stage de l'Institut et envisageait d'étudier la psychologie. « Tout a commencé ce jour-là, n'est-ce pas ?» commenta Madame Monique. « Quand vous avez décidé de ne pas rester silencieux. »« En réalité, cela a commencé bien avant, » répondit Thomas. « Avec des gens comme vous et mon père qui ont gardé leur dignité, même quand le monde essayait de la leur enlever. » Cette rencontre fit réfléchir Thomas sur la façon dont de petites actions peuvent déclencher de grands changements. S'il était simplement parti de la concession, s'il avait accepté le traitement discriminatoire comme normal, combien d'histoires différentes seraient restées inconnues? Pour célébrer les 5 ans de l'Institut, Thomas organisa un événement spécial, réunissant tous ceux qui avaient participé à ce parcours. Philippe et François, désormais amis inséparables, arrivèrent ensemble. Camille vint accompagnée de son fiancé, un professeur d'histoire rencontré lors d'un projet dans des écoles publiques. Pierre amena toute son équipe de jeunes vendeurs. Pendant son discours, Thomas surprit tout le monde en annonçant une nouvelle initiative. « Aujourd'hui, nous lançons le Fonds François Dubois pour l'éducation professionnelle », déclara-t-il. « Un programme destiné aux enfants de chauffeurs, d'employés de maison et d'autres professionnels qui, comme mon père, se sacrifient tant pour offrir des opportunités à leurs enfants. » François, qui n'avait pas été prévenu, ne put retenir ses larmes. Le fonds, financé par Philippe Laurent et d'autres entrepreneurs sensibles à la cause, offrirait des bourses complètes pour des études universitaires et techniques.
Plus encore, il inclurait un mentorat professionnel et un soutien psychologique pour les bénéficiaires. Il ne suffit pas d'ouvrir des portes, expliqua Thomas. Il faut s'assurer que les gens aient les moyens de les franchir. Après l'événement, alors que tout le monde célébrait, François chercha son fils pour une conversation en privé. « Tu sais que je n'ai jamais aimé les hommages, » dit-il, feignant la gravité. « Mais celui-ci, je l'accepte. » Thomas serra son père dans ses bras, ressentant une immense gratitude pour tout ce qu'il représentait. « Un jour, poursuivit François, quelqu'un racontera notre histoire et dira que tout a commencé lorsqu'un chauffeur a rêvé trop grand pour son fils. Mais nous savons que ce n'est pas vrai. »« Non ?» demanda Thomas. « Non, cela a commencé quand un père a appris à son fils que la dignité n'a pas de prix et que le respect est un droit pour tous, pas un privilège pour quelques-uns. » Ces mots simples résumaient parfaitement l'essence de tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Les années suivantes, l'Institut continua d'étendre son action, touchant des entreprises, des écoles et des communautés dans toute la France. La méthodologie développée par Thomas et Sophie fut adaptée à différents contextes culturels et mise en œuvre dans d'autres pays. François, désormais âgé de 70 ans, mais toujours plein d'énergie, se consacrait au fonds qui portait son nom, partageant sa sagesse avec des jeunes qui, comme Thomas autrefois, rêvaient d'opportunités que leurs parents n'avaient pas eues. Camille devint une référence nationale en matière de diversité et d'inclusion, utilisant sa propre histoire comme preuve que la transformation est possible. Son mariage avec le professeur Laurent apporta une nouvelle dimension à sa vie, surtout lorsqu'ils découvrirent qu'ils attendaient un enfant. « Je lui enseignerai des valeurs différentes de celles que j'ai apprises », promit-elle lors d'un dîner avec Thomas et Sophie. « Des valeurs que j'ai apprises grâce à vous. » Le réseau de concessions, sous la direction de Pierre, devint un modèle d'environnement inclusif, avec une politique d'embauche valorisant la diversité et un service respectueux envers tous les clients. Philippe, bien que retraité, continuait de suivre le développement des projets sociaux qu'il avait aidé à créer. Son amitié avec François se renforçait chaque jour, prouvant que les liens véritables transcendent les barrières sociales et les préjugés. Élisabeth et son jeune frère, Mathieu, grandissaient dans un environnement où le respect de la diversité était une valeur fondamentale. La jeune fille, en particulier, montrait une sensibilité impressionnante aux questions sociales, ramenant souvent des discussions de l'école à la maison. « J'allais être comme toi », commenta Sophie à Thomas. « Elle ne peut pas voir une injustice et rester silencieuse. J'espère qu'elle ne changera jamais, » répondit-il. « Le monde a besoin de gens comme ça. » 10 ans après l'incident, dans la concession, cette histoire avait inspiré des changements qu'aucun des acteurs n'aurait pu imaginer. Ce qui avait commencé comme un moment de discrimination s'était transformé en un mouvement de sensibilisation touchant des milliers de personnes. Lors d'une cérémonie spéciale, Thomas fut honoré par le ministère de l'Éducation nationale pour sa contribution à la promotion de l'égalité raciale et sociale. Dans son discours, il tint à partager cette reconnaissance. « Ce n'est pas l'histoire d'un homme, mais de beaucoup », déclara-t-il. « De mon père, qui m'a appris la valeur de la dignité. De Philippe Laurent, qui a eu le courage de reconnaître et de corriger les erreurs dans son entreprise. De Camille, qui a prouvé que la transformation est possible quand on accepte de confronter nos propres préjugés. De Madame Élisabeth, qui n'est pas restée silencieuse face à l'injustice. Et de tant d'autres qui, au quotidien, choisissent le respect plutôt que la discrimination. » À la fin de la cérémonie, Thomas trouva François en conversation animée avec un groupe de jeunes boursiers du fonds qui portait son nom. « Regarde », commenta son père, fier. « Ces garçons iront plus loin que nous deux réunis. » Thomas sourit, reconnaissant la vérité dans ses mots. Le vrai succès ne résidait pas dans les accomplissements personnels, mais dans la capacité à ouvrir des chemins pour les autres. L'histoire qui avait commencé par un moment d'humiliation était devenue un puissant rappel que de petites actions peuvent engendrer de grands changements. Et que, même dans les circonstances les plus difficiles, il existe toujours la possibilité de choisir un chemin différent. Lors de la célébration des 10 ans de l'Institut, Thomas, Sophie, François, Philippe, Camille et tous ceux qui avaient fait partie de ce voyage se retrouvèrent à nouveau. En regardant autour de lui, les visages souriants et divers, Thomas ressentit une profonde gratitude. Ce qui aurait pu n'être qu'un cas de discrimination ordinaire, oublié et normalisé, s'était transformé en une force de changement, parce que quelqu'un avait décidé de ne pas se taire, parce que d'autres
avaient choisi d'écouter. Parce que tous, ensemble, avaient décidé de transformer la douleur en action positive. Et au final, c'était là la véritable leçon, que le changement commence par le courage. Le courage de faire face aux préjugés, de reconnaître ses erreurs, de pardonner, de recommencer. Le courage de croire qu'un monde plus juste et respectueux est possible. Alors qu'il observait Elisabeth jouer avec d'autres enfants, sans aucune conscience des barrières qui avaient un jour séparé leurs parents et grands-parents, Thomas sut que tous les efforts en avaient valu la peine. Pas seulement pour lui ou pour sa famille, mais pour toutes les Elisabeth à venir, qui grandiraient dans un monde un peu moins préjudiciable, un peu plus accueillant. En fin de compte, dit François comme s'il lisait dans les pensées de son fils, il ne s'agit pas de voitures de luxe ou de statut, il s'agit de dignité, du droit d'être traité avec respect, peu importe qui vous êtes ou d'où vous venez. Thomas hocha la tête, serrant son père dans ses bras. Le chemin était encore long, mais la voie était désormais un peu plus claire, un peu plus ouverte. Et cela, en soi, était déjà une victoire. Parce que la véritable transformation ne se produit pas dans de grands gestes héroïques, mais dans les petits choix quotidiens, dans la décision de ne pas se taire face à l'injustice, de ne pas accepter comme normal ce qui est inacceptable, d'offrir de la compréhension plutôt que du jugement, de voir l'autre comme un semblable et non comme un différent. Et ce soir-là, alors que la célébration se poursuivait, Thomas sut que cette histoire qui avait commencé dans la douleur et l'humiliation avait trouvé son véritable sens, non comme une fin en soi, mais comme un commencement. Le commencement de nombreuses autres histoires de respect, de dignité et de transformation. Fin de l'histoire. Chers auditeurs, ce parcours de dépassement et de transformation peut aussi se poursuivre avec vous. Si cette histoire a touché votre cœur, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour suivre plus de récits qui inspirent de vrais changements. Dites-nous dans les commentaires, qu'auriez-vous fait à la place de Thomas? Votre avis est précieux pour nous.